Bonsoir, bienvenue tout le monde dans cette édition du Web Journal de Radio-Québec. 14 juillet, la fête nationale en France. Alors, on salue tous nos amis français. Bonne fête nationale. On va parler aujourd'hui de ce qui se passe avec la pandémie, avec les mesures totalitaires qui s'accélèrent. Au Québec, on vient d'apprendre que le masque nous sera imposé dans les endroits publics fermés partout sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir qu'au Québec, il y a à peu près juste à Montréal où est-ce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts pratiquement nulle part ailleurs. Il y a des régions où est-ce qu'il n'y a pratiquement pas eu de COVID, mis à part peut-être quelques faux positifs. Là, en Abitibi, en Gaspésie, dans la région du Saguenay, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun danger là-bas, mais on impose quand même le masque. Vous comprenez, ça n'a absolument aucun bon sens. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. On va voir la question du timing, puis aussi on va voir un peu de stratégie en ce qui concerne parce qu'il va falloir se battre, là, le fait de convaincre les indécis. Et je veux dire, il y a une approche à tout ça où est-ce qu'on utilise des arguments qui montrent que le masque n'est pas nécessaire, mais je pense pas que ce soit la bonne approche. Alors, on va voir ça un petit peu plus loin dans le web journal. Donc, pandémie, l'OMS, il n'y aura pas de retour à l'ancienne normalité dans un avenir prévisible. Ils nous disent ça alors que la pandémie est terminée. Partout dans l'hémisphère nord, les décès ont pratiquement disparu. Il y a, je veux dire, une petite recrudescence des cas fabriqués parce qu'on teste plus, mais les hospitalisations, les décès sont en diminution constante. Il n'y a plus de décès, les gens meurent plus de ça. Comme l'avait dit Donald Trump, le virus va disparaître au printemps, à l'été, et c'est ça qu'on voit. Donc, on est en bas de la courbe complète. Mais l'OMS nous dit, cependant, du même souffle, hein, Coronavirus crisis may get worse and worse. Hein, ça va empirer, nous avertit l'OMS. Encore, il y a, je veux dire, c'était hier ça. Vous comprenez, ils sont complètement déconnectés. L'OMS n'opère plus sur les vrais chiffres. Hein, dans les vidéos précédentes, j'ai montré une trentaine d'études de centres hospitaliers et d'universités partout dans le monde qui ont fait des tests sur le coronavirus qui montrent que c'est une grippe. L'OMS ne se fie plus sur aucun chiffre, ne parle plus d'ailleurs de taux de mortalité. On opère, là, je veux dire, la roue tourne sur elle-même et elle nous indique, l'OMS nous indique qu'il n'y aura pas de retour à la normale avant un avenir prévisible. Maintenant, je vous fais écouter le clip de François Legault qui nous dit que dans un délire orwellien, là, on a, je veux dire, décrit par George Orwell dans 1984. Là, c'est quoi? C'est la liberté, c'est l'esclavage, la guerre, c'est la paix, etc., etc. Je vous fais écouter le clip de Legault qui nous dit que le port du masque, maintenant, c'est la nouvelle liberté. Pas de son, vous dites, c'est bizarre parce que moi j'ai du son de mon côté. C'est dommage parce que j'avais le vidéo a pas de son. C'est dommage parce que ben écoutez, je vais le réessayer. Et réessayons-le comme ça ici.
continuons, là, faisons comme si il n'y avait pas de problème technique, je suis désolé. Donc, la pandémie est terminée et il y a, comme je disais, cette recrudescence des cas un petit peu partout dans le monde, mais c'est des cas, ça n'a rien à voir avec la mortalité. Et là, il y a le Horacio Arruda israélien qui commente là-dessus. On lui pose la question, on lui dit il y a une recrudescence des cas en Israël, mais il dit la pandémie est terminée, puis c'est juste parce qu'on teste davantage. Alors, je vous fais écouter la vidéo, dites-moi si vous avez du son cette fois-ci, sinon on a un problème. On va discuter maintenant avec notre invité, donc le professeur Yoram Lass, ancien directeur général du ministère de la Santé israélien. Depuis le début de cette crise, vous êtes opposé, vous, à ce confinement, à ces fermetures à tout va de l'économie en Israël. Là, on a l'impression que ça va recommencer. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans une espèce de folie et qu'on en fait beaucoup trop par rapport à la situation? Ce que je pense, c'est que le gouvernement ne comprend pas du tout ce qui se passe. L'épidémie est terminée. Le virus n'a plus de force. La pandémie est terminée, le virus n'a plus de force. Depuis le début de cette pandémie, je vous ai montré combien de spécialistes qui disent exactement la même chose. En Italie, aux États-Unis, il n'y a plus de charge virale. Le virus est faible, le virus n'a plus de force, la pandémie est terminée. En France, Raoult l'a dit, j'ai montré le docteur italien qui le disait aux États-Unis, à l'Université de Pennsylvanie, tout le monde le voit que le virus n'a plus de charge virale. Alors il dit, la pandémie est terminée, il n'y a plus de charge virale. Il dit, alors comment ça se fait qu'on a plus de cas? Ben, il dit exactement ce que je disais dans la dernière vidéo. Je disais, on teste davantage, c'est tout. Les analyses que nous voyons, les tests, plus on en fait, plus on fait d'examens, plus on trouve de contaminés. C'est très très simple. Plus on teste, plus on trouve de contaminés. Et là, rappelez-vous ce qu'Arruda disait il y a à peu près un mois. Il dit, cet été, on va faire la chasse aux asymptomatiques. Qu'est-ce que ça voulait dire quand Arruda disait « on va faire la chasse aux asymptomatiques » Ça voulait juste dire qu'il allait tester davantage pour produire des faux cas. C'est exactement ce qu'il dit ici, là, lui. Pas des faux cas, mais des fausses éclosions, une fausse recrudescence des cas. Si tu testes davantage, tu vas avoir une recrudescence des cas. C'est ça qu'il vient de dire. C'est ça qu'Arruda aussi a dit quand il a dit là, à la fin du mois de juin, on va tester les asymptomatiques, on va faire la chasse aux asymptomatiques. Il nous disait, on va produire une recrudescence de cas artificiels. On en a fait 4000, on en a trouvé 200. Aujourd'hui, on en fait 20 000 de tests. 5 fois plus. Alors, au lieu d'en trouver 200, on en trouve 1000. Le nombre de testés, le nombre de tests détermine le nombre de contaminés. Le nombre de tests détermine le nombre de contaminés. Alors, si on fait la chasse aux asymptomatiques, on va créer d'une recrudescence qui va permettre de justifier des mesures sanitaires exceptionnelles au moment où la charge virale a disparu, le virus a disparu, il n'y a plus d'hospitalisation, etc. C'est comme ça qu'on crée une recrudescence artificielle. Maintenant, allons-y avec le timing. Donc, c'est ça. Le timing, on voit bien, vous le voyez ici, ça c'est au Québec, là. Évolution des décès selon la date réelle. Alors, vous voyez, il y a eu comme un pic. Je rappelle que la plupart des décès de ce pic-là qui sont considérés COVID, il y a des cancers et des AVC là-dedans. Hein, c'est Arruda qui l'a dit, on utilise le lien épidémiologique pour... dès qu'il y a une personne dans un CHSLD qui est COVID, l'ensemble du CHSLD, toutes les morts dans le CHSLD seront considérées COVID. Il y en a 1000 par mois dans les CHSLD au Québec. Donc, on arrive presque au chiffre de la mortalité. Même chose ici avec les admissions quotidiennes à l'hôpital. Vous voyez, on est en bas ici, on est dans le cercle rouge. Alors, pourquoi on impose le masque rendu là? Pourquoi avoir attendu à la fin de la pandémie pour imposer le masque? Parce que l'objectif n'a jamais été sanitaire, mais bien celui d'imposer une norme sociale à long terme, donc sans fin spécifique. Si l'objectif est si c'est un objectif sanitaire, tu utilises le masque durant la période qui est dangereuse.
donc dans la montée. Mais le problème, c'est que quand le virus, comme on vient de le voir, n'a plus de charge virale et l'épidémie est terminée, ben là, on enlève le masque, c'est terminé. Ça, c'est quand on utilise le masque pour des raisons sanitaires. Quand c'est dangereux, on l'utilise, puis après ça, on l'enlève. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu de deuxième vague de coronavirus. OK? Donc, on nous parle d'une deuxième vague, ça n'a jamais existé. Donc, là, maintenant, on l'utilise, on impose le masque alors que le virus a pratiquement disparu. On utilise des faux cas pour justifier ça. Mais le fait de l'imposer maintenant, ce que ça produit, c'est que, ben, regardons ici la question, le Mad Pharmacist sur Twitter. Question François Legault, si le port du masque devient obligatoire alors que les courbes de décès, hospitalisation et cas sont tellement aplaties qu'elles n'existent plus, quels seront exactement les critères et données précises qui permettront l'abandon de cette mesure? Si on impose le masque alors qu'il n'y a plus rien, c'est quoi le critère pour enlever le masque? Il n'y en a plus de critères pour enlever le masque. On ne peut plus retomber. On ne peut plus dire « Ah, c'est terminé » parce qu'on impose le masque au moment où est-ce que c'est terminé. Comprenez la logique perverse là-dedans? Il y a plus à partir du moment où est-ce qu'on impose le masque quand il n'y a plus rien, ben, il n'y a plus aucun moment dans le futur où on va pouvoir dire bah, ben, c'est terminé, le danger est passé, on peut enlever le masque. Ouais. Alors, donc, tout ça, c'est pour créer une norme sociale à long terme. OK? On ne veut pas de fin au masque. On veut un masque pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et potentiellement à jamais. Hein? C'est le docteur Vadeboncoeur qui l'a dit ici. On veut construire une norme sociale avec le masque. Hein? Je vous ai montré la dernière fois aussi les chercheurs en Angleterre qui disent que ne pas porter de masque en public devrait être considéré comme conduire en état d'ébriété. Donc, c'est toute la question de la norme sociale. OK? On a vu aussi que le masque était imposé dans certaines des émissions. On les voyait comme couramment dans les transports en commun dans certaines émissions qui ont été tournées en 2019. Donc, ça a été... on anticipait cette pandémie. Voilà. Alors, il y a aussi la question des matériaux hein, qui je veux dire, soulève la question, qui soulève une interrogation, c'est-à-dire que maintenant, c'est n'importe quel masque qui est valable. Des masques en coton, des masques tricotés, tout ça, ça passe, alors que ça ne sert à rien. Je veux dire, dans la revue, dans la littérature médicale, c'est ça qui est efficace. C'est des masques N95 et même là, des masques avec un respirateur, des masques, des masques de plâtrier là, pour pas que le plâtre te rentre dans la gorge. C'est ça qui est efficace. Les masques comme ça ici, c'est totalement inutile. Je veux dire, du tricot avec des gros trous dedans, là. Mais ça passe. C'est considéré comme un masque parce que ça n'a pas, encore une fois, ça n'a pas d'utilité sanitaire. Hein? Regardez ça ici. Donc, un masque pour peinturer la voiture, des masques pour l'asbestos, des masques pour le sablage, etc., etc. Mais des masques pour le COVID, c'est comme essentiellement juste un bandana, puis ça passe. N'importe qui avec une tête voit bien que c'est pas, encore une fois, c'est pas une mesure sanitaire, c'est juste pour imposer une norme sociale. C'est une mesure politique. Donc, les masques ne fonctionnent pas. Dit Denis Rancourt, vous avez probablement, j'ai vu beaucoup cette vidéo passer de ce chercheur à l'Université d'Ottawa, je pense, Denis Rancourt, qui a fait une revue de la littérature scientifique, la littérature médicale sur les masques et qui nous dit que les masques ne fonctionnent pas. OK? Alors, je vais vous montrer un peu, il y a une version française, j'ai mis les documents dans la description, la version anglaise, la version française dans la description du vidéo. Donc, ici, revue de la littérature. La science est concluante, les masques n'empêchent pas la transmission du virus. Hein. Résumé, les masques, y compris les masques de protection antiparticules, ne fonctionnent pas. Les études approfondies d'essais contrôlés randomisés ECR et de méta-analyses d'études d'ECR ont montré que les masques ne fonctionnent pas pour prévenir les maladies respiratoires de type grippal ou les maladies respiratoires que l'on pense être transmises par les gouttelettes et particules d'aérosol. Et là, il fait une revue de la littérature, comme par exemple ici, là, Jacobs et al. En 2009, et vous avez la traduction, hein, les travailleurs de la santé masqués de N95 étant nettement plus susceptibles d'éprouver des maux de tête. Il a été démontré que l'utilisation des masques faciaux chez les travailleurs de la santé représentait des avantages. Il n'a pas été démontré que
l'utilisation des masques représentait un avantage en termes de symptômes. Et vous avez comme un ensemble d'études ici pour ceux qui veulent utiliser des arguments scientifiques pour réfuter les masques. En toute honnêteté, j'ai trouvé aussi, cependant, certaines études qui disaient le contraire. Donc, Face Mask Against COVID-19 and Evidence Review. Et puis aussi ici, respiratory virus shedding in exhale, breath and efficacy of face mask. Donc, vous voyez, il y a un débat scientifique là-dessus. Il y a un débat sur l'utilisation des masques. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui disent que ça ne fonctionne pas, mais on peut quand même trouver des études scientifiques qui défendent le masque. Et encore une fois, je trouve que c'est pas là qu'on devrait situer le débat. Parce que c'est pas ça qui va faire changer d'avis quelqu'un. Parce que les gens ont peur. Les gens sont présentement motivés par la peur. OK? Les masques sont utilisés par la plupart des personnes essentiellement comme des gris-gris. On leur dit que c'est un virus très, très, très dangereux, qui se répand, qui est très, très, très contagieux. Tout le monde en parle, les médias font le buzz, etc. Et les gens sont prêts à utiliser n'importe quoi pour se prémunir contre ce virus-là. Et là, si les gens pensent que le virus est dangereux, vous n'allez pas réussir à leur faire enlever le masque en leur disant que les masques ne servent à rien. Vous comprenez? Je répète, si les gens pensent que le virus est dangereux, essayez de les convaincre que le masque ne fonctionnera pas, que ça sert à rien, etc., ça ne les fera pas changer d'idée parce qu'ils ont peur et ils veulent utiliser le masque pour se sécuriser. Ils vont utiliser n'importe quoi. Si vous leur disiez que, tu sais, genre un pendentif, le pendentif aide le système immunitaire, etc., ils en prendraient. Vous comprenez? Là, les gens ont peur, puis genre, écoute, même l'astrologie, ils vont faire de l'astrologie pour se débarrasser du COVID. Vous comprenez? On n'est pas dans le rationnel, on est dans la peur. Le masque, présentement, est comme une doudou pour ces gens-là. Comme un gris-gris, hein, pour éloigner les mauvais esprits, etc. Et c'est pas juste moi qui le dis, ça c'est mon analyse, mais j'ai trouvé aussi la même chose dans le New England Journal of Medicine, encore une fois, cette revue prestigieuse américaine, Universal Masking in Hospitals in the COVID-19 Era. Alors, l'article dit, au sujet des masques, there may be additional benefits to broad masking policies and that extend beyond their technical contribution to reduce pathogen transmission. Alors, il peut y avoir aussi des bienfaits à l'utilisation massive de masques, au-delà de leurs bienfaits techniques, hein, leurs bienfaits sanitaires. Ils sont, entre autres, un rappel visible. C'est comme un rappel qu'il y a un virus. Les gens ont tendance à interagir, etc., puis le masque est comme un rappel, un aide-mémoire que oui, c'est dangereux. Voilà. On dit aussi, it is also clear that masks serve a symbolic role. Hein. Les masques servent ont une utilisation, ont un rôle symbolique. Les masques ne sont pas seulement des outils, ils sont aussi des talismans. Masks are not only tools, they're also talismans that may help increase healthcare workers' perceived sense of safety, well-being and trust in their hospitals. Hein? Qui peuvent aider les travailleurs de la santé à se sentir en sécurité, à se sentir bien et à l'aise, à avoir confiance dans leur hôpital. Comprenez? Alors, il y a tout cet aspect psychologique du masque qui joue très, très fortement. Et là, ici, l'article parle des travailleurs de la santé, mais c'est pas seulement en ce qui concerne les travailleurs de la santé. Les gens ont peur et veulent garder le masque parce qu'ils ont peur. Et je répète, ils ne sont pas, tant que les gens vont penser que le virus est dangereux, ils ne seront pas réceptifs à vos arguments sur le masque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'argument, c'est là que je dis qu'il ne faut pas essayer de convaincre les gens en disant que le masque est inutile, que la science prouve que le masque est inutile. Ça, c'est des arguments qui sont bons entre nous. Ah ouais, c'est inutile, on se confirme dans nos croyances. Ah, en plus de ça, le masque est inutile de toute façon. Mais ça ne va pas convaincre les indécis puis les gens qui croient que ce qu'il faut faire, c'est
expliquer aux gens que ce virus-là, c'est la grippe. C'est ça, c'est ce que je disais en entrevue avec Daniel Pilon. Il faut que les gens comprennent que c'est la grippe. Et à partir du moment où est-ce que la peur s'en va, là, toutes les mesures d'Arruda, Legault, les mesures de l'OMS, le discours alarmiste de l'OMS, etc., les mensonges médiatiques deviennent apparents. Alors, ce qu'il faut faire, c'est encore une fois, c'est vraiment marteler la dangerosité du virus, dire que sur les morts, les 5000 morts, par exemple, au Québec, faire le décompte de ces morts-là. Les gens ont été classés morts du COVID alors qu'ils n'étaient morts qu'avec le COVID. Hein? C'était des cas de cancer qu'on testait en fin de vie. Ils avaient le COVID, finalement, c'était COVID sur le certificat de décès. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Il faut décortiquer ce 5000 morts-là. Il faut leur montrer que de toute façon, il y a 1000 morts par mois dans les CHSLD au Québec. Il faut faire baisser la peur. Tant que le niveau de peur sera élevé chez les gens, tous les arguments seront inutiles. On tourne en rond, que ce soit, c'est pas juste au Québec, là, en France, en Belgique, partout. Tant que les gens vont avoir peur du virus, tant qu'on ne se sera pas débarrassé de cette fausseté d'un virus spécial, dangereux, hors de l'ordinaire, ce virus-là se comporte exactement comme tous les autres virus, c'est-à-dire que c'est une maladie respiratoire qui disparaît au printemps et puis il n'y a pas de deuxième vague. Il n'y a rien qui indique que ce virus-là est particulièrement différent des autres virus. En fait, contrairement au SRAS, je pense qu'il est beaucoup moins dangereux que le SRAS. Il se situe comme la grippe. Il faut montrer les études, il faut montrer les chiffres, il faut analyser les chiffres avec les gens. Et c'est quand la peur tombe que le masque va tomber. Le masque, c'est symbolique. Et les mondialistes le savent, là, les mondialistes jouent sur la psychologie beaucoup. Et tant qu'ils vont maintenir la peur, c'est pour ça que les médias posent beaucoup des cas à gauche et à droite. Une petite fille de 3 ans qui est morte. J'avais un article de journal, je l'ai perdu, là, qui montrait, je pense que c'était en 2015, qu'il y avait 6 petites filles genre entre 7 et 10 ans qui étaient mortes de la grippe. Je vais le trouver, je vais le publier. Alors que pour le COVID, il n'y a aucun enfant qui est mort. Hein. Je pense que, en tout cas, en bas de 12 ans, il n'y a personne qui est mort du COVID. De sorte que des gens de 30 ans, des gens de 40 ans, des gens dans la vingtaine, des enfants meurent de la grippe. C'est un petit pourcentage, mais ça arrive. Avec le COVID, hein, ils en font des gros cas et donc ils font peur à la population avec la mortalité. À partir du moment où les gens ont avalé la mortalité du virus, ils acceptent n'importe quoi, le masque, etc. Si on leur dit le gris-gris va éloigner le COVID, ils vont porter un gris-gris et ils ne seront pas réceptifs à leurs arguments. Alors, ce qu'il faut cibler, c'est la mortalité. Il faut montrer aux gens que le virus n'est pas dangereux. C'est ça qu'il faut faire, OK? Alors, donc, tout ce débat sur les masques est, selon moi, un coup d'épée sur la pertinence des masques est un coup d'épée à l'eau. Il y a des trucs intéressants que dit Denis Rancourt. Il dit ici, donc, ça c'est sur son Twitter, le COVID-19, la pandémie de COVID-19 est une guerre économique et technologique pour la domination mondiale. La classe des opportunistes professionnels de l'Occident utilise ça pour asservir les gens, donc submissiveness and widespread slave mentality, donc créer une mentalité d'esclave au sein de la population. The mega financiers are justifiably feeling insecure in the loss of Western hegemony, and such engineer scams are what have worked them often in the past, with medicine always being near the top. Hein, donc, le 1%, il dit que le 1% est en train de perdre le contrôle de l'Occident. Et là, ils utilisent, c'est ce que je disais un peu au début de la pandémie, là, les mondialistes sont en train de perdre le contrôle de la population. Il y a un réveil mondial qui s'accélère. Hein. On n'a pas besoin d'avoir 50% des gens pour créer un effet boule de neige incontrôlable. Et là, on approche près du point de rupture et il utilise pratiquement les mêmes mots que moi, cette fausse pandémie pour contrôler les gens, hein, conserver leur contrôle sur les gens. Voilà. Alors, il dit « I hope this latest criminal campaign will burst in their face as soon as possible. » J'espère que cette campagne de propagande criminelle va leur exploser en pleine face le plus rapidement possible. Denis Rancourt, il a fait une entrevue à Théo Vox, je vous la recommande. Il en a fait plusieurs, d'ailleurs. Alors, c'est ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ne pas faire porter, étant donné qu'il y a, en ce qui concerne la science, il y a des, comme ce qu'a montré Denis Rancourt, il y a comme beaucoup de
Il y a beaucoup d'études qui montrent que le masque n'est pas efficace, mais il y en a aussi certaines qui montrent qui disent que le masque est efficace. Et si vous argumentez avec quelqu'un, éventuellement, il va vous sortir une étude qui montre que le masque est efficace, et donc ça va s'annuler éventuellement. Ça va être un débat d'experts, et ça, on devrait laisser ça à Denis Rancourt et les experts comme ça. Pour les gens ordinaires, votre père, vos frères, vos amis, etc., c'est pas un débat. Tant qu'ils auront peur du virus, ils vous écouteront pas sur le masque. Il faut donc faire tomber la peur en premier. Voilà. Alors, je vous montre aussi d'ailleurs, beaucoup de personnes ont dit que le masque coupait l'oxygène, que ça les empêchait de respirer, que ça créait des maux de tête, etc. J'ai une vidéo qui montre Karuda qui confirme ça. Dites-moi rapidement s'il y a du son. La santé publique pour pouvoir avoir... La pratique d'un sport avec un masque diminue l'oxygénation, etc. Là. Un masque diminue l'oxygénation, etc. Là. Un masque diminue l'oxygénation, etc. Là. Je pense que c'est pas idéal. Il faut pas non plus que le bénéfice du sport soit entaché par la mesure de protection ou trop exagéré par rapport aux masques. C'est une question d'équilibre. Fait que nous, on n'est pas en train de dire qu'il faut que les gens portent des masques, là. Absolument pas. La question... Voilà. Et donc, c'est ça... Donc, on nous impose le masque au moment où la pandémie est terminée parce qu'on veut créer une norme sociale sur le long terme. Je vous fais écouter Legault qui dit qu'il n'y aura pas de retour à la normale avant un bon bout. En terminant, je continue à répéter la même chose. Le virus partira pas dans les prochains mois, même peut-être pas dans les prochaines années. Donc, il faut s'habituer aux nouvelles consignes. Il faut s'habituer à porter un masque. Il faut s'habituer à toujours rester à 2 mètres des autres personnes. Donc, le virus va rester. Il va falloir s'habituer à porter un masque et pour les prochaines années. Donc, ils veulent nous... C'est un coup d'État. C'est une prise de contrôle des populations. Les populations, selon la logique mondialiste, on appartient aux mondialistes à cause de la dette. Ils nous possèdent à cause qu'on leur doit on leur doit de l'argent, apparemment. Là. Et là, ils refusent de laisser partir le produit. Et là, cette mesure-là, c'est une mesure de contrôle social qui va s'étendre sur des années. On ne l'a pas imposé alors que le virus était dangereux. Quand le virus n'est plus dangereux, c'est à ce moment-là qu'on l'impose parce qu'on va pouvoir garder cette mesure-là. Il n'y a plus de critères pour l'abandon de cette mesure-là. On va pouvoir la garder pendant des années. Faire peur à la population. Et donc, il faut se battre. Il faut se battre. Il va falloir... là, c'est le moment. C'est pas le moment de désespérer. C'est le moment de parler à vos amis. Dire que ce virus-là n'est pas dangereux. Montrer les études que j'ai montrées là, dans les web-journaux. Expliquer les 5000 morts. Expliquer comment les chiffres ont été gonflés. Il faut les convaincre comme ça. Il faut faire une guerre de l'information. Il faut avoir des recours juridiques, notamment avec la fondation, etc. On espère qu'il va se passer quelque chose avec ça. Il faut avoir des manifestations dans la rue. On fait tout ça simultanément. Et ça prend aussi des mesures politiques. Et... là, on m'a posé la question la dernière fois, pourquoi Donald Trump portait-il un masque lors d'une visite à l'hôpital? Eh bien, j'avais dit que c'était pour la même raison que Jair Bolsonaro. Qu'est-ce qui s'était passé avec Bolsonaro? C'est-à-dire qu'il portait un masque et il a pris la chloroquine et finalement a enlevé le masque. Alors, pourquoi on porte un masque? Pour mieux pouvoir l'enlever. C'est le contraire un peu de la logique de la bosse. C'est-à-dire que... c'est comme si on crée un critère. Ils viennent de créer un critère. Ils viennent de faire le contraire. Écoutez-moi là. Ils viennent de faire le contraire des mondialistes. Les mondialistes ont attendu qu'il n'y ait plus de cas pour imposer le masque pour toujours. Eux autres viennent de porter le masque. Et quand la chloroquine va sortir, là, il va y avoir un critère pour enlever le masque. Voyez-vous un peu comment ça fonctionne? Est-ce que j'ai été clair là-dessus? Je le répète une deuxième fois. Des fois, je répète parce que des fois, les gens chattent ou etc., ils n'écoutent pas l'argument. Les mondialistes ont imposé le masque au moment où est-ce qu'il n'y avait plus de critères pour l'enlever. Eh bien, eux portent un masque parce que s'en vient bientôt, rapidement, avec le médicament, un critère pour l'enlever. Et donc, ils vont enlever le masque. Quand la chloroquine va sortir, ils vont enlever le masque. Bolsonaro le fait parce que maintenant, il y a un critère pour enlever le masque. Ils vont donner l'exemple. Vous avez compris? Ils le portent pour pouvoir donner l'exemple de l'enlever quand le médicament va sortir. Voilà. Alors, ça, c'est la guerre de l'information dans laquelle on est placé présentement. OK?
c'est des stratégies. Hein. Vous voyez bien qu'il y a de la manœuvre là-dedans. Alors, on n'est pas tout seul. De notre côté, il faut pousser avec nos proches. C'est quoi le nerf de la guerre dans tout ça? C'est le consentement de la population. Ils ne pourront pas imposer le masque pendant des années s'il n'y a pas le consentement de la population. Les médias sont là pour la fabrication du consentement. Donc, porter le masque, les mesures de... Même si elles ne sont pas nécessaires, même si elles ne sont plus requises, même si elles ne sont plus justifiées, les médias poussent les mesures sanitaires hein, pour fabriquer le consentement dans la population. Notre travail à nous, de ce côté-ci, c'est de enlever, c'est-à-dire de ne plus consentir, retirer le consentement de la population à ces mesures d'urgence. Et donc, c'est là, c'est à ce moment-ci qu'il faut se battre parce que les gens vont être réceptifs. Les gens à Rouyn-Noranda, là, à Jonquière, les gens à Gaspé, comment pensez-vous qu'ils vont réagir quand ils vont se faire imposer le masque pour aller au supermarché alors qu'il n'y a pas eu de cas dans ces régions-là? Ils vont être hors d'eux. Et là, ça va être le temps de parler à nos proches parce qu'ils vont être réceptifs. Tant que ça va bien, tant que tout le monde, tant que ça baigne, on peut que la vie change pas trop, là. Les gens sont, ouais, ton affaire de COVID, là, tes complots, etc. Mais à partir du moment où est-ce que tu imposes le masque aux gens, ça les fait chier. Là, les gens vont t'écouter. Les gens vont nous écouter et vont être, en tout cas, vont être plus réceptifs. Là, tu dis, toute cette histoire de masque-là, ils nous l'imposent alors que le virus est terminé. Expliquez ça. C'est le moment de parler parce que les gens vont être réceptifs. On a une fenêtre, là. C'est ça qui est beau dans tout ça, OK? C'est que tout le monde dit, les endormis, tu sais, le COVID a réveillé plein de personnes. Moi, je reçois des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui me remercient, me disant « Alexis, je me suis réveillé avec cette histoire de COVID-là, non. » Ben là, il va y avoir une deuxième vague de réveil avec l'imposition du masque. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça vient pincer les gens, là, ça vient les faire chier. Et quand tu fais chier les gens écoutent, les gens se réveillent. Et c'est le moment de parler là. Alors, intervenez sur les réseaux sociaux, embarquez avec nous sur Twitter, commentez sur les pages Facebook des stations de radio, des journaux, etc. Donnez des sources. Ne faites pas citer qu'Alexis Cossette-Trudel. Là. Souvent, je vois ça des gens qui disent « Tu devrais écouter Alexis Cossette-Trudel. » Développez vos arguments sur le taux de mortalité. Trouvez les sites de référence que j'ai publiés à plusieurs reprises dans les web-journaux. Donnez ces références-là aux gens. Faites-le par vous-même. Vous pouvez aussi référer à nos vidéos, mais ce que je veux dire, c'est que on essaye d'éviter les arguments d'autorité. Dans le genre, Alexis a tout expliqué ça, va écouter ses vidéos. Tu sais, c'est comme ça si tu veux te débarrasser de la discussion. Ça ne convainc pas personne. Ça, t'écouteras Alexis, lui, il l'a tout expliqué. C'est pas super comme argument. Généralement, quand quelqu'un argumente comme ça avec moi, ben, tu iras écouter Arruda, il l'a tout expliqué. Je vais dire, OK, t'as pas d'argument. Généralement, c'est ça. Alors, c'est dans cette logique-là qu'il faut que vous ayez vous-même vos arguments. Donc, c'est le moment. C'est ça que je veux dire, c'est le moment. Les gens vont être à fleur de peau. Les gens sont fâchés contre le gouvernement de leur imposer ça. C'est le temps de parler. Voilà. Alors, est-ce qu'on avait autre chose? Je m'excuse pour cette vidéo. On a manqué de son. Je vais vous montrer une vidéo de Tedros Adhanom, juste pour l'haïr un peu plus, qui nous dit un petit peu la même chose que Legault. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. But there is a roadmap to a situation where we can control the disease and get on with our lives. But il n'y aura pas de retour à la normale, vous comprenez? Donc, c'est un coup d'État mondialiste. C'est ça que je disais ici, là. Hein, je disais, le fameux 1% de la population, les ultra-riches, ceux qui contrôlent les banques centrales, sont en train de perdre le pouvoir dans le monde et le COVID est leur réponse pour garder le contrôle des populations. C'est du terrorisme d'État. Ils contrôlent les États par la dette, essaient de garder le contrôle sur leurs produits parce qu'étant donné qu'ils ont prêté l'argent au gouvernement, qui contrôle la dette des États, que les États ne sont pas capables de rembourser, c'est comme si les États leur appartiennent, les populations sont en gage, les revenus de la population sont en gage, les gouvernements se fichent complètement de détruire toute l'économie des pays. Hein? Il y avait un texte de Régent Tremblay, est-ce que je l'ai ici, qui disait, oui, là voilà, la terrible drogue du pouvoir, qui expliquait de quelle façon le gouvernement Legault était en train de détruire tout le sport au Québec. Ils sont en train de tout détruire, toute l'économie. À Montréal, il y a de plus en plus de restaurants, c'est marqué
alloués, là, les gens ont fait faillite. Les gens font des faillites en catastrophe, je veux dire en cascade. Le sport est détruit, nos relations sociales sont détruites, la détresse psychologique augmente. Ils s'en fichent complètement. Ils savent que c'est une grippe, ils savent que l'épidémie est terminée, ils savent qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais ils sont tenus. Puis il y a le petit capot mondialiste Arruda qui a plus de pouvoir que Legault là, aujourd'hui, là, et qui run le show, comme on dit. Et ils s'en fichent complètement des conséquences sur la population. Les mondialistes veulent garder leurs produits. On leur appartient. OK? Alors, c'est ça, c'est le moment de se battre. Voilà. Alors, on remercie... j'avais une autre vidéo. On va peut-être réessayer une fois le vidéo de Legault, parce que j'avais fait un beau montage. C'est ça qui est fatigant. J'avais fait un beau montage. Je ne sais pas si... en tout cas, je vais le réessayer si ça ne fonctionne pas. Dites-moi là tout de suite, là, rapidement, si ça fonctionne avec du son. Bon, il y a des personnes... j'ai entendu des personnes, on va dire ça comme ça, parler de liberté. De dire, porter un masque, ça va contre nos libertés. Écoutez, aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, la liberté, c'est d'être capable de se promener au Québec, de se promener dans les commerces, malgré la pandémie. Donc, porter un masque, c'est ça la liberté. Donc, porter un masque, c'est ça la liberté. Donc, porter un masque, c'est ça la liberté. Si demain matin, la propagation du virus reprend, puis qu'on est obligé de confiner tout le monde à la maison, c'est pas ça la liberté. Donc, la liberté, dans le contexte actuel, c'est de porter un masque. La liberté, c'est de porter un masque. Imaginez à quel point on est rendu loin dans le délire orwellien. Hein? Finalement, ça va être quoi? Ça veut dire la santé... la liberté, ça va être le vaccin, évidemment, ça va être ça. Si on nous passe... Tu leur donnes un doigt, ils passent le bras dans le tordeur. Si on accepte le masque, ils peuvent utiliser les mêmes arguments pour le masque pour obliger un vaccin, forcer un vaccin sur la population. Et éventuellement, nous forcer un passeport numérique avec un passeport d'immunité. C'est-à-dire, tu peux pas voyager si tu n'as pas reçu ton vaccin, tes immunités, si tu n'es pas checké, si tu n'es pas dans le système, si tu n'as pas accepté la puce. Tous les arguments, présentement, qu'ils utilisent pour le masque, ils vont être capables de l'utiliser pour le vaccin ou pour la puce. Alors, c'est le moment de se battre. OK? Voilà. Alors, on remercie les gens qui ont fait des contributions à Radio-Québec. Il y en a plusieurs. Merci beaucoup. Vous nous permettez de parler librement, de parler du Québec à l'ensemble de la planète, donner des informations, faire des recherches, faire des petits vidéos montages. Donc, c'est vraiment, vraiment apprécié. C'est à cause de vous, des contributeurs, qu'on a un média indépendant de la presse traditionnelle. Alors, pour ceux qui veulent faire des contributions au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5, sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette, sur Interac, Alexis Cossette-Trudel1 à gmail.com avec le mot de passe Alexis. Étant donné qu'on a atteint la limite de personnes sur Facebook, on est à 5000 amis, vous pouvez nous suivre, mais vous ne pouvez pas être amis. Vous pouvez venir nous rejoindre sur Twitter, où est-ce qu'il y a de la place en masse et où est-ce que ça brasse pas mal plus que sur Facebook. Alors, venez nous rejoindre sur Twitter. Et n'oubliez pas, là, donc, comme je dis, il y a des gens qui s'occupent de l'aspect juridique, il y a des gens qui font plus comme de la mobilisation dans la rue, etc. Nous autres, on est un petit peu moins impliqués dans ces trucs-là. On fait de l'information. Donc, c'est une guerre de l'information. Allez commenter sur allez publier des trucs, allez publier des liens sous les tweets ou dans les messages, dans les commentaires de vedettes, d'artistes, commenter des articles de médias en laissant des liens. C'est fort. Quand vous avez des liens, c'est fort. Le lien notamment là, qui montre la mortalité du virus, une mortalité similaire à la grippe que j'ai laissé il y a peut-être 1 ou 2 web-journaux dans les commentaires. Swiss Policy Research, c'est très fort ça. Moi, c'est celui-là que j'utilise le plus souvent. Soyez actifs. Vous êtes prêts, beaucoup d'entre vous êtes prêts à conduire 2 heures, 3 heures, même 4 heures pour vous rendre à un événement, manifester, puis après retourner 2, 3, 4 heures à la maison. Ça, c'est 10 heures, c'est une journée complète. Mais imaginez le temps que vous pourriez mettre
à commenter, à essayer de convaincre des gens sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de la confrontation. Vous allez vous habituer, vous allez devenir meilleur. Moi aussi, mes arguments se raffinent avec la confrontation. C'est-à-dire, des fois, on a l'air fou, la personne te répond et tu t'es fait coincer, mais là, tu vas réfléchir, puis tu ramènes un autre argument. Alors, il faut absolument envahir le web. OK? Et parler aussi bouche à bouche avec vos proches, c'est le moment. Voilà. Alors, question, commentaire. Je m'excuse pour les problèmes de son au début, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, oui, je crois à une sorte de procès Nuremberg 2.0. Je veux dire, je parle du procès Nuremberg. Le procès de Nuremberg, beaucoup des charges ont été abandonnées 10 ans après, là, parce que le procès avait été un peu contaminé. Ils avaient plié la loi un peu, mais dans ce cas-ci, ça ne sera pas le cas, parce que je pense qu'il va y avoir quelque chose comme un procès Nuremberg, oui, pour les mondialistes. Et ils le savent, et c'est pour ça qu'ils déploient l'ensemble de ces mesures-là. Alors, quoi d'autre? Oui, j'ai parlé à plusieurs personnes de mon entourage, je suis découragé, ils veulent les masques et la vaccination obligatoire, je donne des faits, ça tombe automatiquement dans les insultes. Continuez, continuez, continuez. Je veux dire, si ça bloque à quelque part, allez ailleurs, parlez à des amis, essayez. On n'a pas le choix. Parce que si ça... Éventuellement, ils vont l'entendre de vous, ils vont vous dire non, ils vont rien vouloir savoir, mais après ça, ils vont se retourner, une autre personne va leur dire la même chose, puis là, ça va commencer à rentrer tranquillement. Il faut travailler, il ne faut pas se décourager. Et le truc, c'est ça, c'est que c'est toujours, ça, il faut cibler, la raison pour laquelle les gens réagissent comme ça, c'est parce qu'ils ont peur, ils disent que le virus est dangereux. Si vous êtes capable de bien expliquer que le virus n'est pas dangereux, qu'il y a 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD, de toute façon, au Québec, cette année, ils ont tous été comptés COVID, c'est Arruda lui-même qui l'a dit, on a montré les clips, il n'y a pratiquement pas de morts de coronavirus, ils ont rentré des cancers, tout ça là-dedans. C'est une grippe, les études universitaires et de centres médicaux montrent que c'est juste une grippe. Vous êtes capable de faire dégonfler toute cette patente. Allez-y avec le taux de mortalité, c'est le meilleur argument pour enlever la peur. Je ne sais pas si je peux organiser une manif, c'est ça le truc, c'est que j'hésite à me lancer dans l'organisation de manifestations, Sébastien. Es-tu croyant, Alexis Cossette-Trudel? Si oui, en quoi et en qui? Ça, c'est une question personnelle. C'est très, très, très personnel, disons. Je trouve plusieurs aspects il y a toujours certains aspects de certaines religions que je trouve intéressants, à gauche et à droite, là. C'est trop compliqué comme, je veux dire, comme question. Il y a des... Je suis comment je pourrais dire? Cristano-compatible. Moi, moi, j'ai comme, disons qu'en termes de religion, si vous voulez comprendre un peu mon approche, je suis un peu comme Schopenhauer en termes de religion là. Donc, si vous comprenez l'approche religieuse de Schopenhauer et aussi peut-être même de Simone Weil, euh, la sainte, là, la philosophe, pas celle qui a fait les avortements, là. La deuxième, celle qui est morte dans la trentaine, là. Elle a écrit des trucs sur la religion, sur la philosophie qui me faisaient penser à Schopenhauer, puis moi je suis un peu comme dans cette mouvance-là. Je suis très, très, très philosophique et donc j'ai des intérêts aussi en Asie. C'est compliqué mon truc avec la religion. Je pense que dans les sociétés occidentales, on devrait avoir le christianisme comme point de référence culturel au moins, comme thème central, comme religion centrale. Mais moi, je suis trop... j'ai une vision globale et c'est difficile de me caser, disons. Alexis, un mot sur Stéphane Blais. Ben, Stéphane continue à travailler, là. Il essaie de réorganiser la fondation.
Je pense que c'est contre-productif d'essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, là. Il faut que ça marche, là. C'est lui qui a mis ça sur pied, c'est lui qui a été voir Rocco Galati, qui a créé, qui a monté la structure, c'est lui, je- quelles que soient les critiques que certains peuvent lui faire, je pense que c'est contre-productif là, faut qu'il y ait, il faut lui donner les moyens pour qu'il dépose une injonction rapidement. Là. Il y a des moyens juridiques. Si on passe encore 3 semaines de chicane, ben, c'est terminé. Là. Il faut le laisser agir puis qu'il dépose quelque chose rapidement. Une injonction contre les masques. Masque obligatoire dans les commerces, ouais. Alors c'est ça, donc en Belgique, c'est la même chose, en France aussi, partout où est-ce que les masques sont obligatoires. Les arguments que j'ai développés dans ce web journal demeurent, c'est-à-dire que c'est inutile d'essayer de, selon moi, d'essayer de convaincre les gens que les masques ne servent à rien, etc. Il faut y aller sur le taux de mortalité. Hein, sur les chiffres enflés en résidence de personnes âgées, que les personnes, mis à part les personnes âgées, personne ne meurt du COVID, pratiquement personne ne meurt du COVID. Oui, il peut y avoir des masques. Moi, je serais pour le masque dans les résidences de personnes âgées. Dans les hôpitaux, peut-être, là, et dans les résidences de personnes âgées, c'est tout. Dans la population en général, c'est complètement contre-productif. OK? Au contraire, on veut attraper le virus pour s'immuniser. Autre chose? Que penses-tu du soi-disant roi d'Angleterre? Je sais pas, c'est complètement... ça me passe complètement 10 pieds au-dessus de la tête. Là, je pense pas que ça va... Au pire, c'est une distraction, là. Alors qu'on est en train de se faire imposer une dictature mondialiste, le techno-sanitaire, là, il y a des gens qui parlent d'un roi quelque part, là, il va rien faire, là. Alexis, pourquoi impose-t-il le masque alors qu'ils savent que ça va ouvrir les yeux à la population? Je pense qu'ils pensent pouvoir gérer la grogne. Avec les médias, ils disent on est en contrôle des leviers de l'État, on a comme plein de juges corrompus, là, on contrôle la police, on contrôle les médias. De toute façon, ils n'ont pas d'autre choix. Ils se disent qu'ils vont pouvoir surfer la vague d'insatisfaction, la grogne. À nous autres de renverser ça, c'est-à-dire de faire un bon travail, de convaincre les gens, de donner des sources, d'être des bons guerriers du numérique. Quoi d'autre? Oui, quelqu'un me demande si j'ai la foi. Je ne suis pas matérialiste. C'est ça que vous voulez savoir. J'ai un petit côté spirituel, mais je suis pas matérialiste du tout, au contraire. Je suis un sympathisant chrétien. Genre, ouais, c'est ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Les trucs, je trouve des trucs intéressants aussi. Les gens m'aimeront pas, les chrétiens m'aimeront pas si je dis ça, là, mais dans les religions païennes, dans la Grèce, les religions grecques, il y a des trucs, il y a des symboles, il y a comme des histoires qui sont intéressantes. Je suis assez ouvert et donc c'est pour ça que je veux pas me confiner là. Je fais des parallèles entre, il y a des trucs très similaire entre la philosophie grecque et la philosophie indienne, entre autres. Là. Notamment, je pense qu'il y a eu des contacts entre les Grecs et les Indiens à l'époque d'Alexandre, quand Alexandre a fait des conquêtes jusqu'en Inde. Il y a eu des échanges et c'est resté là-bas. J'ai trouvé des trucs, j'ai trouvé des exemples, des paraboles comme Platon utilise dans un de ses textes l'allégorie je sais pas si c'est l'allégorie, mais un exemple d'un chariot, pour dire que il déconstruit l'identité du chariot en disant que le chariot n'est pas la somme de ses parties, mais chacune des parties n'est pas le chariot et le chariot n'est pas. Je me rappelle plus exactement de l'argument. Puis on trouve exactement le même exemple dans les textes tibétains, avec le chariot et tout ça. Donc il y a eu des transferts de connaissances entre l'Asie et l'Occident. Que je trouve très, très, très intéressant. Au niveau de la philosophie, je suis plus helléno-asiatique. Comme Schopenhauer et Simone Weil. Ben, je ne sais pas s'il était asiatique, mais en tout cas.
Une autre, dernière question. On va laisser ça là. Les partis d'opposition sont où? Ça, c'est la grosse question. Où sont les partis d'opposition? Tant à Québec qu'à Ottawa. Vous m'avez, tu sais, lors de la dernière campagne fédérale, moi, tu sais, je votais, je prenais pour Maxime Bernier. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je prenais pour Maxime Bernier? Le seul qui critiquait l'ONU, l'OMS, etc. Le seul qui envoyait chier les mondialistes, qui faisait le contraire de tout ce que les mondialistes voulaient. Le seul qui aurait été autonome ici, au Canada. Si on avait eu Bernier comme premier ministre, là, ça aurait été comme... je veux pas... ça aurait été comme ceux qui résistent au mondialisme. Peut-être, pas comme Bolsonaro, là, je veux pas faire des rapprochements, là, mais on n'aurait pas eu toutes les mesures qu'on voit là, là. C'est pour ça. Je l'expliquais durant la dernière campagne. Je disais, Bernier, c'est le seul, vous allez vous faire fourrer. Les autres, c'est tous des mondialistes. Ils vont tous se soumettre à l'ONU. Qu'est-ce qui s'est passé 6 mois plus tard? Ils se sont tous couchés devant l'ONU. J'ai dit la même chose. Pourquoi je me suis présenté à Citoyens au pouvoir? J'ai dit le PQ, le PLQ, CAQ, c'est toute la même chose. C'est des partis mondialistes. Ils vont tous se coucher devant l'ONU. C'est pas de la vraie souveraineté qu'ils vous vendent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont pas là quand c'est important. Ça sert à quoi de voter ça? Ça sert à quoi de voter PQ, CAQ quand les moments difficiles, ils sont tous du même bord. Il n'y a personne qui parle pour le peuple. Certains m'ont questionné, ont questionné mes choix. Que tes choix sont bizarres, Alexis. J'avais l'air d'un excentrique. Là, vous comprenez, c'était quoi mes choix? Mes choix, c'est éviter la dictature. Oui, j'ai répondu à plusieurs reprises. Là. Oui, je pense que c'est une création. Je pense que le virus, il y a de très, très fortes chances que le virus soit une création humaine. Je l'ai expliqué dans dans les web journaux précédents. Pourquoi ta vidéo Big Pharma a-t-elle été supprimée? C'est YouTube. S'ils sont pas là, c'est YouTube YouTube a supprimé 4 de mes vidéos. Un ticket de Trump, Robert Kennedy Jr. Trump ne changera pas Pence. Trump ne changera pas Pence. Il s'en va avec Pence jusqu'à la fin, là. Arruda peut se repentir? Non. Arruda doit brûler en enfer. S'il se confesse, ça sera entre lui et son Dieu, pour son âme. Mais il va devoir, en tout cas, en ce qui me concerne, là, il n'y aura pas de passe-droit. Pourquoi l'armée américaine en France? J'ai déjà expliqué tout ça et vous devez écouter les web journaux précédents. C'est rien, l'armée américaine en France. Au pire, c'est une distraction. C'est comme celle qui était là il y a 3-4 mois. Est-ce que l'établissement d'un gouvernement mondial totalitaire est une façon d'augmenter le pouvoir de l'argent? Non, au contraire, Steve Connolly. Le gouvernement, quand ils vont passer au gouvernement mondial totalitaire, c'est-à-dire, ils ont déjà le pouvoir de l'argent. Là, ils veulent le contrôle absolu sur les gens. Hein, ça va être un système où on te donne un montant total, un montant maximum d'énergie par jour à dépenser. Ça sera même plus de l'argent, ça va être de l'énergie. C'est ça la technocratie éventuellement. Là. Tu vas pouvoir utiliser seulement tant de litres d'eau, tant de volts d'électricité par jour, tant de nourriture, tu vas pouvoir te déplacer tant de kilomètres. Tout va être, régi, compartimenté, décidé. Chaque personne va avoir sa place dans la société. On va être géré réellement comme des objets, comme des ressources. On sera plus des citoyens. Le monde qui sont en train de nous construire, c'est un monde où le citoyen disparaît, le citoyen avec le droit de vote et la liberté de penser, et l'être rationnel là, qui nous a été vendu dans les Lumières, ça disparaît, et on devient une ressource avec un montant X alloué pour effectuer une tâche X en fonction de l'utilité, et passer un certain âge, quand tu n'es plus utile, il n'y aura pas de retraite. Hein? Quand on a perdu notre utilité, on va être transformé on va être recyclé.
C'est ça la technocratie qui s'en vient. Donc, c'est comme au-delà du pouvoir de l'argent. C'est plus du tout le pouvoir de l'argent. C'est l'après-argent. Je sais pas, Poutine, pas de news, non, je sais pas pourquoi. J'ai pas suivi Poutine. Un peu comme Elyséum, ouais, c'est ça. Ça aussi. Revenu universel, c'est juste, c'est un intermédiaire. Éventuellement, le revenu universel n'existe plus. Les ressources vous sont allouées. Vous avez un X montant d'eau, X montant d'électricité, X montant de nourriture, X montant de... Le revenu universel, c'est une phase transitoire. Est-ce qu'on se laisse là-dessus? 56. Oui, exactement. Un masque, les restos, les bars, les cinémas, tout ce qui est loisir va disparaître, exactement. Ils sont en train de scraper l'économie complètement. Pas juste l'économie, ils sont en train de scraper toutes les relations humaines. La relation parent-enfant, ils sont en train de détruire psychologiquement nos enfants. Et c'est grave là, ce qui est en train de se passer, là. C'est pas du tout quelque chose d'anodin. C'est pas juste un virus, là. C'est pas ça. Ils sont en train de déployer toutes les mesures en plus de contrôle social, les passeports, l'identité numérique, tout ça. Ils sont en train de déployer le nouvel ordre mondial devant nos yeux. Une dernière. Au Québec, c'est une loi de porter le masque dans les endroits fermés. Parle-nous de John John. Il n'y a pas grand-chose à dire sur John John. Tout le monde veut que je parle de JFK Jr. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a pas de... Je l'ai déjà dit dans un web journal précédent. Sa mort est étrange. Il y a plein de choses qui ne collent pas dans sa mort, mais on ne peut pas dire plus que ça. Allez hop, on se laisse là-dessus. Allez, alors encore une fois, merci à ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Une dernière chose. Je vais, justement, parce que je parlais de toutes ces mesures, où est-ce que vous allez devoir, je vous invite à aller argumenter auprès de votre famille, vos proches, etc., sur les sites. Je vais créer un site conjointement avec Bernard Lachance. Bernard Lachance va faire le site web. Moi, je vais mettre les informations. Qui va s'appeler faussepandémie.ca, où est-ce que vous allez pouvoir trouver des ressources. .com, pardon. Oups. Faussepandémie.com, j'ai réservé le nom de domaine. Je vais mettre des ressources sur ce site-là, des articles, parce que souvent les gens, je suis inondé de personnes qui me demandent des sources. As-tu, encore une fois, cet article-là que tu nous avais montré, que je ne peux pas faire tout ça, là. Alors, ça va être sur faussepandémie.com. Vous allez pouvoir aller trouver vos ressources pour argumenter sur Internet et avec vos proches. Voilà. Alors, on est en train de mettre ça en place. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le prochain web journal. Je vais mettre un petit peu de temps là-dessus. On se revoit peut-être la fin de semaine prochaine. Sinon, en tout cas, je vous aviserai. Allez, merci la gang, puis c'est le temps de se battre. Allez! À la prochaine.